Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme matinal Espace Miné, 10h, 11h52. Nous ferons toujours ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information et toute l'information. Nous sommes le 1er décembre 2023 et vous l'avez bien compris, c'est la dernière ligne droite pour ce qui est de l'année 2023. Plus que 30 jours et on tournera la page de l'année 2023 pour accueillir 2024. Mais en attendant, nous aurons d'abord fait un tour du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut justement de ce côté-là. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour, comme d'habitude. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, nous posons une problématique africaine. Selon vous, quelles sont les principales causes du sous-développement de certains pays africains? Avez-vous l'impression que l'Afrique elle-même est justement la principale cause de ce sous-développement, ou alors il s'agit tout simplement des forces exogènes? On en parlera avec un peu plus d'efficacité ce matin avec ceux qui continuent à nous faire confiance sur le plateau, c'est-à-dire nos invités, parce que vous êtes connectés comme d'habitude au canal 317 sur Canal Plus International. Vous êtes des téléspectateurs privilégiés. On commence justement par accueillir ses amis qui sont déjà présents. Paul Yombo, bonjour. Bonjour, le Nkouta de modérateur. Bonjour à Pierre Bérou Nemek et au Sucre National Bernardo Basson. J'étends aussi mes salutations respectueuses et fraternelles à vos très nombreux téléspectateurs. Paul Yombo excelle au niveau de l'économie politique internationale. C'est bien ça. L'économie politique internationale. Votre expertise, comme d'habitude, nous sera encore d'un précieux apport dans le cadre de nos analyses ce matin. En face de vous, nous accueillons donc justement le Sucre National. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour à vous, parfait ici. Bonjour aux copanélistes. Bonjour particulier à Paul, je lui rends l'amitié. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, vous avez annoncé hier qu'aujourd'hui à 15h, on doit se retrouver à Eli Gefa. Il y a des personnes qui m'ont écrit sur Twitter. Ah bon? Pour me demander, oui, les deux personnes, je ne précise pas le sexe, ça ne vous concerne pas, le sexe des personnes, mais ces personnes, elles m'ont demandé si je serais à Eli Gefa aujourd'hui à 15h avec le Nkouta et le consultant. Je n'ai pas répondu. Mais c'est pour dire que vous me mettez dans l'embarras, le Nkouta. Moi, je viens à l'émission. D'où sort l'embarras? Est-ce que j'ai donné rendez-vous aux gens? Il y en a qui me piègent même là-bas. Non, on ne piégera personne. Ce seront des salutations amicales. En tout cas, peut-être quelques séances photos. Les personnes qui m'ont demandé si j'y serais quand même sont des personnes qui visiblement valent la peine que le déplacement se fasse. Vous voyez un peu. Vous suivez mon regard. Eli Gefa. Donc oui, Eli Gefa. Est-ce que vous savez que Eli Gefa est un quartier mythique de Yaoundé? Non, je ne savais pas. Eli Gefa. Vous avez connu un certain Martin, Messi Martin? Non. Messi Martin. C'est l'un des précurseurs de la musique Bikoutsi. Ah, d'accord. Il avait un grand orchestre à l'époque et il y avait un grand bar à Eli Gefa. On appelait le bar Los Camoroes. Los Camoroes. Los Camoroes. Et il avait chanté un titre justement baptisé Eli Gefa. Ah, d'accord. Je peux mimer? Si vous voulez, bien sûr. Eli Gefa manjalanga boza matara savanami yabumo yengoma. Le Nkouta national. Asa Lazaro Mouma Yibotovo Noa.
En tout cas, tant qu'il chantait en sa langue maternelle, en sa langue, moi personnellement, ça m'arrange. Vous savez très bien que j'ai un attachement particulier pour la culture, tout ce qui est culturel, etc. Donc, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 15h à Eliguefa pour l'ouverture officielle et solennelle de la cave La Référence. C'est chez Vicky. Et comme menu spécial, j'insiste. Ndomba de poulet. Le ndomba de poulet. Le poulet du village. C'est vrai que j'ai audience à 16h. Donc on va. Je pense que tu vas nous retrouver après l'audience. Parce possible. que si tu t'arrêtes d'abord à Eliguefa, j'ai peur pour ton audience. Voilà. Donc je vais d'abord aller et puis je vais revenir. Donc vous trouverez également du bon vin. Des bons liqueurs. De toutes les façons, le consultant planétaire, Bernardo Basson et moi-même Perfecto, nous serons à Eliguefa tout à l'heure à partir de 15h pour cette ouverture de la cave La Référence. Donc pour les personnes qui m'ont demandé si j'y serai, vous avez la réponse. Vous avez la confirmation. Voilà. Bernardo, aujourd'hui est la journée internationale ou mondiale de quoi? Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, c'est le 1er décembre. Tout à fait. Tout le monde sait que c'est cette maladie qui, à tort je le précise, est la plus effrayante. Elle a été consacrée maladie du XXe siècle. Il y a des maladies beaucoup plus menaçantes, beaucoup plus affligeantes. La drépanocytose, par exemple, à mon sens, est beaucoup plus létale. Le cancer. Que le VIH, le cancer. Même le diabète. Voilà. Ce sont des maladies qui sont beaucoup plus problématiques que le VIH, mais l'hépatite. La psychose qui a régné autour de qui a été répandue autour autour de la maladie. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le VIH. La famille est compliquée. Il y a quelqu'un qui va te dire, mieux j'ai même le sida, mais je mange bien, j'ai mon argent, que d'être affamé, mais tu n'as pas le sida. Mais il y a quand même de grosses avancées aujourd'hui. On peut être porteur de VIH et faire un enfant sain. On peut être porteur de VIH et ne plus être contagieux. On peut donc aujourd'hui... En fait, Bernardo, tout en restant d'accord avec toi pour être un peu plus sérieux, je pense que depuis la création de du monde, une maladie n'a jamais secoué la planète comme ça, comme le VIH-Sida. À l'époque, c'était terrible. J'étais encore tout petit. Lorsqu'on disait que quelqu'un était atteint de sida, mais c'était la catastrophe. D'abord, on fuyait la personne comme si la personne avait la peste. Si la personne tente de te saluer, tu dis, bon, pourquoi on t'a envoyé? Pourquoi tu ne veux pas mourir seul? Mais non, le sida tue beaucoup de gens. Hein. Pas du sida, mais à cause du sida. Parce qu'il y a un médecin qui m'a dit, parfait, je donne cette différence. On ne meurt pas du sida, on meurt habituellement à cause du sida. Il m'avait expliqué. Et donc, maintenant, plusieurs personnes avaient trouvé la mort. Hein. Elles sont mortes de VIH-Sida. Mais au fur et à mesure où les années sont passées, je pense qu'il y a eu des avancées sur le plan de la médecine, sur le plan du suivi, sur le plan de ceci. Moi, je connais personnellement des gens qui souffrent du VIH depuis 30 ans. Oui, mais on condamne quand même, et on va sortir par là, on condamne quand même les personnes qui se savent malades et qui manifestement ne se retiennent pas et travaillent à propager la maladie. Quelqu'un m'avait dit, c'est un cousin, hein, un vieux malade de sida, et je l'ai vu, comme quelqu'un disait dans un documentaire de mes propres yeux, entrer avec une petite fille et une étudiante, elle avait à peine 19 ans. J'étais chez lui, quand j'ai regardé cette affaire, il y a un cœur qui m'a dit d'aller cogner cette chambre pour demander à la fille de sortir. Mais j'avais peur de la réaction du grand cousin. Mais je n'ai pas supporté ça, je suis parti. 2 semaines plus tard, je suis reparti chez lui, j'ai remis ce débat sur la table, puisqu'il sait que je sais qu'il est malade. Je lui demande, mais frérot, pourquoi tu fais ça? Je suis sûr que tu ne t'es pas protégé avec la petite fille là. Vous connaissez sa réponse? Il n'a pas Il me dit, parfait, moi-même je ne l'ai pas bu dans un verre. Ah ouais. C'est leur réponse. Bon. J'ai trouvé qu'il était très méchant. Mais ils sont pénalement condamnables. Hein. Celui qui contribue à propager une maladie est pénalement responsable. Merci Bernardo, nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui sont infectés, ceux qui ont le VIH-Sida. Ce n'est pas une malédiction, ça reste une maladie. Lorsque nous l'avons dit, nous accueillons dans notre consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le digne fils de Bouniebel, Pierre Bleriou-Nemec, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à votre panel. Je vais peut-être vous
vous frustrer. Ah bon? Mais votre entretien avec Bernardo autour du sida a servi les intérêts de ceux qui font la promotion du sida. Vous êtes bien tombé dans leur piège. Vous avez pensé que c'était une maladie. Et vous avez pensé qu'elle était dangereuse. Vous dites aujourd'hui que ce n'est pas une Ce maladie. n'est pas une maladie. Et la chose que c'est n'est pas dangereux. Ou dangereux, n'est pas dangereuse. Vous voyez? La psychologie de ceux qui fabriquent des catastrophes est bien connue. Vous avez vu ce qu'ils nous ont fait avec la Covid-19? On vous embarque tous et vous répétez les mêmes choses. Je voyais des gens fuir les membres de leur famille pendant... Ah non, le masque a fait que... Et ceci a fait que... Cela a fait que... Non, 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 non. Il faut faire attention. Je parle de l'histoire que vous avez racontée relativement à l'attitude de votre grand cousin. Tout à fait. Votre grand cousin, lui, il croyait manifester de la méchanceté. Mais vous savez, la nature est très bien organisée. Ce n'est pas parce que vous couchez avec quelqu'un qui a le sida, ou parce que vous avez le sida, vous couchez avec quelqu'un que vous allez lui donner le VIH. Déjà. Donc, nous tous ici avons déjà fait l'amour avec les gens qui ont le VIH. Il n'y a pas un seul ici, même les caméramans. Sans protection. D'ailleurs, moi, je ne peux même pas compter le nombre de fois. Je ne sais même plus. Vous voyez? Et effectivement... Ah, voilà. Voilà, et vous voyez votre réalité, il fait ça. Et donc, la protection spirituelle commence par là. Si je raconte une histoire, je vais blesser un papa à moi, mais je vais maquiller un peu. Quand la Covid a commencé, dans ma famille, nous sommes allés à une réunion de famille. J'ai un papa magistrat. Oh non, mec, tu n'as pas de masque, mets-toi le monde là-bas. Les gens... Hey, tout le monde, on était chez un médecin ophtalmologue. Je leur ai dit, moi, je ne vais jamais porter vos trucs là. Et les rares fois où je me suis trouvé obligé de porter ça, c'était parce que j'étais à la banque et on refusait de me servir. J'ai dit, je ne porte pas ça. Mais vous savez, la maison dans laquelle nous pratiquions le plus de rigueur relativement à la Covid-19, c'est là où nous avons eu notre unique décès. Vous voyez? Pour dire quoi? Nos peurs attirent les maladies et le mauvais sort sur nous. Il faut comprendre ça. Nos peurs attirent les maladies et le mauvais sort sur nous. Et je peux vous dire que ceux qui ont le plus parlé de Covid-19 sont ceux qui ont été le plus attaqués. J'ai beaucoup d'exemples de personnalités chez qui vous ne pouviez plus entrer. Il y avait 3 barrières de... Quand vous répétez à votre cerveau une peur, la chose vous prend. Et regardez, je vais même pour banaliser votre VIH là. En général, moi, les membres de famille que je connais, c'est les gens les plus sérieux en matière de femmes. Vous comprenez? C'est qui ont vos affaires là. J'ai un cousin qui passait tout le temps et la qualité que Niémé aime les femmes. La qualité que Niémé aime les femmes. Un jour, on lance un dépistage, on a un autre qui est médecin, il vient avec les trucs là en famille pendant un deuil. Il dit que c'est les trucs gratuits. Tout le monde attend les résultats de Niémé. Moi, j'ai aucun problème. On commençait par moi. On commence. Le cousin, là, on dit qu'il n'a pas connu plus de 3 femmes dans sa vie. Hein. Dès qu'on a touché sur le team positif, les machines ont commencé à faire... Il dit non, vérifiez si ce n'est pas les résultats, le sang de Niémé que vous avez. Il dit que tu as trouvé ta victime. On peut recommencer 100 fois. Non. Il faut commencer par refuser. Et les médecins le savent. Vous tombez malade à partir de votre pensée. Le VIH est une infection, c'est un virus aussi banal que les autres virus. Ça ne prend pas tout le monde. Et puis, ce n'est pas à dire que les gens ne doivent pas prendre des précautions. Mais je vous assure, beaucoup de ces précautions vous rendent malade avant la maladie. Merci. Les gens n'arrivent même plus à jouir quand ils font l'amour. Parce qu'ils ont peur, je ne sais pas. C'est pas possible. Tu veux faire l'amour avec une femme, les conditions qu'elle te pose font que tu perds même l'érection. La concentration. La concentration. Et tu as un truc manique, tu as ceci, tu as montre-moi d'abord. Non, il faut nous arrêter
vos choses. De toutes les façons, merci Pierre Blériot-Niemek. On se résume bien. Cela ne signifie pas qu'on doit mener une vie de débauche, mais Blériot a été très clair dans son explication tout à l'heure. Tout est d'abord une affaire d'ordre psychologique. Lorsqu'on a dit cela, Pierre Blériot-Niemek, vous nous donnez la sagesse de ce vendredi matin. Notre réussite dépend de notre connexion avec l'univers. Celui-ci doit approuver notre attitude vis-à-vis de lui. On peut reprendre. Notre réussite dépend de notre connexion avec l'univers. Celui-ci doit approuver notre attitude vis-à-vis de lui. Ça veut dire quoi? Parfait, ici, on ne réussit pas par hasard. On réussit parce que l'univers, d'autres appellent Dieu, chacun a un nom. L'univers a accepté que vous réussissiez. Mais pour que vous réussissiez, il faut avoir une bonne connexion avec l'univers. C'est l'univers qui choisit finalement. Donc, vous avez votre effort à faire, c'est d'être bien connecté à l'univers. Que les gens arrêtent de vous dire que non, c'est parce qu'ils ont trop travaillé. Bon, je ne sais pas, les plus grands travailleurs, c'est ceux qui cassent des pierres. D'accord. Sont-ils les plus riches? Vous pouvez casser les pierres toute votre vie. Vos mains vont plutôt se gâter. Si vous êtes bien connecté à votre univers et si l'univers approuve votre attitude vis-à-vis de lui, vous allez réussir. Et il faut distinguer cette réussite de la réussite artificielle. Vous comprenez? Parce que, bon, moi j'entends beaucoup vont me dire, mais tel, non. Je conclue en vous disant que tous ceux qui ont triché là et qui vous donnent l'impression d'avoir réussi, ils n'ont pas réussi et eux-mêmes le savent. La peine qu'ils ont dans leur âme indique qu'ils n'ont pas réussi. Merci Pierre Blériot. Oui, Bernard, en quelques secondes. Peut-être M. Niemek l'a juste éludé, mais tout le monde n'est pas appelé à réussir au même moment. Pour cette vie, par exemple, il y en a qui ne seront pas en santé. Il y en a qui ne seront pas prospères. Leur niveau d'incarnation impose cela. Vous voyez un peu. Et parfois, donc, certains vont prendre des raccourcis et se retrouver butés. Mais ils vont revenir reprendre leur vie karmique. Donc vraiment, il faut faire des efforts, il faut travailler, il faut bien se constituer, il faut vivre en harmonie. Sauf que parfois même, ce n'est pas garanti que en faisant tout cela, vous aurez un certain succès. C'est pas pour apeurer les gens. C'est pour dire que quelqu'un peut étudier bien plus que moi, mais il échoue. Il y a des moments où le niveau d'incarnation vous impose de passer par un certain parcours, certaines étapes pour après prospérer dans plusieurs autres vies. Bon, maintenant, les plus crédules ou alors les personnes les plus accrochées à certaines façons de voir le monde ne vont pas comprendre cela. Vous êtes en direct sur Info TV au canal 317 à partir de Yaoundé. Nous émettons 24 heures sur 24. Espace miné, c'est la mort de l'audience en télévision au sud du Sahara. A tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous. Pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Rosalie Guessele, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Comment vous allez? Je m'accroche. Le vendredi, et c'est le 1er décembre. Oui. Que prévoit ton vendredi? Ouf, En beaucoup rose ou de bien en tension en noir. Teinté un peu de rose, comme votre habit. Oui, parce que le rose, je l'ai dit, c'est mon humeur naturelle, l'amour. Mais maintenant, la réalité me crée un peu de tension. Mais en dehors, ça va. Quelle tension? Des problèmes personnels. Problème personnel. Ouais, ça va. Problème de déception amoureuse? Non. Ah non, vous n'en connaissez plus. J'évite. Non, j'évite. Il faut éviter. Parce qu'à l'instant T où on tombe amoureuse, on aura des déceptions. Est-il quand même arrivé que vous soyez déçu en amour? Oui. Et vous avez pleuré? Oui. Beaucoup. Oui. Et vous avez guéri? Je peux le dire, oui. Vous en voulez toujours à la personne? Non. Vous avez pardonné? Parce que la nature a amené vers moi mieux que lui.
En fait, j'ai l'habitude de dire que, en fait, j'aime totalement. C'est ça mon défaut. À chaque fois qu'elle est déçue, même si elle va aller épouser, je ne sais pas moi, un planteur de sais de quoi, elle va dire, la nature m'a donné mieux que ce que j'avais. Non, en fait, alors parfois c'est une part de consolation. Non, c'est pas la consolation. J'aime entièrement. Ça veut dire soit je t'aime, soit je t'aime pas. Je connais pas aimer un peu. Et les passionnés. Vous aimez à fond. J'aime à fond. Du coup, la profondeur je me concentre, je me donne, et ça fait que quand je suis un peu déçu, le choc il est souvent très violent. Mais quand je me relève, je repars. C'est comme les roulettes russes, quoi. Vous avez appris à savoir essuyer les larmes. Voilà, on aime bien les faits, on monte, on descend, on crie, on rit, on pleure. Et quand ça s'arrête, on respire un moment et en tout cas, toutes les femmes qui ont tenté de me décevoir en amour, j'ai eu à les maudire. C'est une perte de temps, parfait. C'est une perte de temps. Parfois, la nature enlève quelqu'un pour que tu sois bien par la suite. Il y a des gens qui sont des poids. Tu es accroché et pourtant, ils t'empêchent de vivre. Et le jour où la nature le balaie, pendant qu'il croit qu'il est malin, c'est même le moment où tout démarre pour toi. Il faut accepter de se laisser porter, c'est tout. Je ne m'accroche pas. Tu pars, la porte est ouverte, le prochain rentre, c'est tout. Et puis on regarde devant. C'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est devant. Vous êtes grave à Info TV. C'est comme ça que vous voyez les... Non, mais moi, je peux m'inviter légèrement à vous débat. Les déceptions d'amour travaillent le cœur. Oui. Oui, parce que quand vous naissez, votre cœur est fragile. Vous direz, moi, non... Quand on vous déçoit, vous avez l'impression... Moi, je pense que l'affaire qu'on dit que l'amour est dans le cœur, là, est vraie. Parfois, ici, votre cœur tape. Ça manque même, ça arrête. Oh. Quelquefois, vous versez de l'eau comme quelqu'un qui a... Quand d'araignée, De toutes les façons, nous sommes vendredi, tous les vendredis en direct sur le plateau d'Espace Miné. Nous sommes essentiellement relax. Rosalie Guessele est justement là pour faire son job, celui de nous donner justement l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux? Il parle beaucoup d'argent ce matin. On va donc démarrer avec le quotidien Info Matin qui parle de gestion des fonctionnaires en détachement. Le ministère des Finances met sur pied l'Angifaude. Il faut dire que c'est une application web qui va permettre de garantir un meilleur suivi des reversements des cotisations pour pension du personnel de l'État. Et bien sûr, cette application a été présentée ce 30 novembre à Yaoundé au top management des organismes publics et parapublics par le directeur général du budget, Cyril Idoualo. Une occasion, bien entendu, de matérialiser l'accélération que veut le gouvernement quant à la gestion des pensions du personnel de l'État. La page 8 est consacrée à cette actualité. Le journal parle également en pied de une de mobilité urbaine. Paul Biya remodèle Yaoundé d'après les informations rendues publiques par Info Matin. C'est à travers le Mindu que tout cela se passe. Le président de la République, depuis 5 ans, donc, fait construire, réhabiliter, entretenir des infrastructures de voirie urbaine et assainir, bien entendu, le chef-lieu de la région du centre Cameroun. Le point sur les projets en cours et ceux à venir en page 4. À la suite d'Info Matin, Cameroun Tribune nous parle du budget, du projet de budget de 2024. Les priorités sont donc à la disposition des Camerounais en page 3 et 13. Entre autres, on peut penser au renforcement des mesures pour la préservation de l'intégrité territoriale, la poursuite des opérations spéciales de déguerpissement préventif des populations installées dans des zones à risque, la réduction de la dépendance du Cameroun aux importations des produits agroalimentaires et halieutiques. Ça, c'est quelques cas de figure de ces projets qui sont donc étalés dans le cadre du projet de budget 2024. L'économie, le quotidien reste sur cette actualité et non pas de finances. Le Cameroun table sur une enveloppe budgétaire de 6 milliards 679,5 milliards de francs CFA en 2024, 6 679,5 milliards de francs CFA en 2024. Elle est en augmentation, on le rappelle, ce budget de 37 milliards par rapport à 2023. Dans la même actualité, le quotidien Mutation nous parle de loi de finances 2024 comme lettre à la poste. Sauf session extraordinaire, le Parlement a juste 10 jours pour examiner ce budget de l'État.
en page 7 des détails. Et en droite ligne avec cette réalité, l'info à chaud pose plutôt un problème contextuel, examen de la loi des finances 2024, l'inacceptable, inadmissible mépris de l'exécutif. Le journal en page 5 nous rappelle que nous sommes le 30 novembre, plus d'un mois après le délai. À 8 jours donc de la fin de la session parlementaire, la loi des finances n'a toujours pas été transmise aux députés. Et bien sûr, ils reviennent sur la sortie de Cabral Liby et Jean-Michel Nitieux qui déplorent cette manie de fer qui empêche aux députés d'analyser véritablement tous les projets de loi de finances au Cameroun et laissant passer quelques choix qui ne sont pas toujours ceux des Camerounais. On va rester à l'Assemblée nationale avec Réalité Plus qui parle du nouveau SG André Noël et qui est déjà au boulot. Et bien sûr, le journal s'exclame vraiment Dieu est très fort. Comme quoi, nommé le 24 novembre 2023, André Noël Essiane a pris service après avoir échangé avec le directeur du cabinet du PAN, Boukar Abdouharim, qui l'a amené bien sûr saluer le père Kavayegué d'Ibril. André Noël Essiane a donc commencé le boulot et bien entendu Réalité Plus nous rappelle qu'il a la main de fer qui réussira à faire fonctionner les choses du côté de l'Assemblée nationale. La nouvelle expression dont les kiosques parlent de Kamwata du côté de l'ouest du Cameroun, plus de 10 employés écoués. On apprend qu'à la suite des soupçons qui les impliquent dans le cambriolage dont a été victime l'agence de Bafoussam il y a bientôt un mois, c'est plusieurs employés donc attendent désormais leur réalité dans les geôles. Du côté de Bafoussam, en page 3, les précisions. Dans la partie septentrionale du Cameroun, c'est le vaccin contre le paludisme qui retient l'attention. Les assurances de Malachi Manaouda au regard bien sûr de la réticence des Camerounais à accepter se faire inoculer ce vaccin à nous offert par Gavi. Aujourd'hui, l'aide du Sahel décide donc d'expliquer pourquoi les Camerounais ont du mal à accepter ce vaccin étant les premiers à expérimenter l'utilisation de ce vaccin contre le paludisme. Et Manaouda Malachi, le ministre de la Santé publique, qui essaie d'expliquer à sa manière l'importance de ce vaccin. Le quotidien Le Messager dans les kiosques ce matin nous parle des tests organiques de l'ONMC, la pilule amère des violations. Le docteur Hassan Michael, médecin en activité et avocat inscrit au barreau du Rwanda, interpelle la tutelle quant à son émission dans le fonctionnement de l'Ordre national des médecins. C'est en page 10, l'actualité. Puis avec le tri hebdomadaire le soir, on transforme la physionomie des villes camerounaises avec la mine du Yaoundé au cœur du Nambéli dès 2024. L'information vient du tri hebdomadaire le soir et on sortira de cette revue de presse avec Médiaction qui nous entraîne du côté de Bassamba. Le maire Eugène Yota Zouadieu et toute la communauté ont donc rendu des hommages bien mérités à leur sous-préfet Abali Simon Akime qui est décédé. Retour dans ces moments de concentration et d'hommage dans cette parution de Médiaction qui met un terme à cette revue de presse. Merci Rosalie Guesselé pour toutes ces actualités fraîches parues en kiosque au Cameroun. Naturellement, vous ne partez pas. C'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir au 19h20. Deux sujets. Déjà, c'est la journée consacrée au sida, c'est une évidence. Une pandémie dont on parle et qui fait rentrer apparemment beaucoup d'argent dans les caisses. Je n'ai jamais vu pandémie avoir autant d'investissements et qui n'arrête pas dans le combat. Et pourtant, sur le terrain, c'est pas toujours ça. Donc, on va essayer de comprendre comment les Camerounais finalement fonctionnent avec le sida et toutes ces subventions qui sont déversées pour cette maladie. Le paludisme également, je le disais dans la revue de presse tout à l'heure, le ministre de la Santé publique a réceptionné des échantillons de vaccins qu'on doit inoculer aux Camerounais dans les prochains jours. Nous sommes le premier pays à recevoir ce don et puis on ira dans quelques pays africains. Il faut dire, Rosalie, que je m'apprête à m'arrêter de manière majeure sur cette affaire de vaccin de palu que le Cameroun vient de réceptionner. Apparemment, il y a des choses qu'on n'a pas eu à nous dire. Surtout que cette Gavi, affaire en de termes vaccin de paludisme au Cameroun, restez connectés sur Info TV, beaucoup de révélations. D'accord. Donc, vous comprenez pourquoi jusqu'au service de l'information Est-ce que le à la ministre de la rédaction, Santé publique, Malachi Manaouda, nous a dit toute la vérité? D'ailleurs, il n'a rien dit.
Et c'est ça qui inquiète un tout petit peu. Lorsque vous décidez de réceptionner un vaccin qui est tout nouveau et qui est, je peux le dire, à la phase expérimentale, comme c'est le cas. On vient faire des tests sur les de Camerounais. ce vaccin sur les Camerounais. Bon, nous sommes C'est-à-dire des les cobayes. Camerounais sont des cobayes. Ouais. Donc, Parfait ici. Moi, personnellement, toute la semaine dernière, j'ai travaillé sur la question de ce vaccin. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai recoupé des informations d'ici et d'ailleurs sur ce vaccin-là. Et les informations que j'ai à ma possession font état de ce que, quand vous allez ouvrir ce débat ici, j'espère qu'on aura un médecin ou un responsable du ministère Santé. Parce qu'il risquait tout très mal à l'aise ce jour-là. Vous voyez un peu. Il y a là-dedans... Si vous commencez comme ça, ils vont donc plus revenir. Oui, ils doivent revenir. Parce que les de toute Camerounais... façon, ils ne viendront pas. Les Camerounais sont en danger, mais je ne dis rien aujourd'hui. Mais Qu'ils se ne dites préparent, pas encore. qu'ils organisent Nous leur sommes défense. encore en train de rassembler tous les éléments. Nous, on enlève les mines ici. Comme c'est une mine qu'on veut lancer sur le Cameroun, on va la déminer. Donc, clairement, qu'ils se En préparent. tout cas, je suis rassuré parce que les Camerounais, depuis, Sont réticents et depuis ils ont le vaccin, raison de l'être Et revenus. du coup, on est obligé d'ouvrir une communication pour expliquer. Donc, Ils de ont manière raison de comme l'être. d'une autre, ils devront s'expliquer. Tout à fait. D'où nous vient ce vaccin, pourquoi le Cameroun, alors qu'on n'est pas le pays le plus touché par le paludisme sur le continent. Pourquoi commencer par nous? Est-ce qu'on est les meilleurs cobayes pour toutes les Ça va pas maladies commencer et par tout? nous, ça aussi, c'est vrai. Il faudrait... Non, là, pour ceux qui ont commencé des livraisons, à bas, c'était des tests sur des animaux et tout. Là, la première livraison, c'est au Cameroun. La Sierra Leone va suivre et tout. Donc, pourquoi nous? Ça attise beaucoup de questions et nous, on va également se pencher dessus dans le cadre de la rédaction. Rosalie Guesselé, Parfait, ici. tout en te souhaitant un excellent week-end, maquillé d'amour et beaucoup de tendresse, nous nous donnons rendez-vous à lundi 10h. Si tu permets, le vendredi, j'ai toujours une grosse annonce À pour 21h. 21h. Ce soir, c'est le président national de la CVUC, par ailleurs maire Augustin Tamba. Voilà, qui est sur le plateau, d'avouer la parole. Donc, il aura l'occasion également de dire sa vérité sur des sujets qui nous concernent, non seulement sur les CVUC au Cameroun, leur rôle pour la qualité des villes, mais également sur la mairie de Yaoundé 7 qui fait face quand même à quelques problèmes. Et on va un peu ouvrir aussi sur les problèmes d'insalubrité dans la cité politique Yaoundé. Donc, le maire Augustin Tamba sur le plateau d'avouer la parole. C'est à 21h top pile. Il ne faudrait pas rater le rendez-vous. J'ai souvent dit parmi les maires qui maîtrisent la décentralisation, Augustin Tamba est l'un des meilleurs. Il maîtrise la décentralisation au bout des doigts. Et il y avait également M. P. à son âme qui est parti, ancien secrétaire général du ministère de l'administration territoriale. Je pense qu'il s'appelait M. Essomba, Pierre Essomba. Et c'était un génie de la décentralisation. Il est allé très jeune. Il y a également le maire d'Ongolmacan, sans oublier le maire de Mbalmayo. Vous avez confiance en eux quand on parle de décentralisation? J'ai tellement confiance en eux, ils maîtrisent cette affaire. De toutes les façons, aborde ce sujet avec Augustin Tamba. C'est clair que quand on parle de mairie, on va ouvrir, mais là d'ailleurs dit au téléphone qu'il est prêt à tout. Il n'a pas peur, parce qu'il y en a qui ont peur, lui il n'a pas peur. Donc du coup, ça s'annonce très très chaud le soir. Deux questions et il aura peur. Ben j'accepte avec plaisir, puisqu'on a tout le Mais il temps. n'est pas là pour être piégé. Non, on permet simplement une grosse communication. Il faut qu'il parle au Cameroun, on en a besoin. Donc, qu'il n'ait pas peur. On va le recevoir en mettant des petits plats dans les grands. Mais s'il... Bon, je préfère ne pas dire la suite. À ce soir, de toutes les façons, à ce soir, 21h, Augustin Tamba face à Rosalie Guesselé. C'est de grands moments de télévision. À lundi 10h. À lundi, avec beaucoup de bonheur, parfait. Lorsque Rosalie Guesselé parlait tout à l'heure, on a justement eu plusieurs informations fraîches et croustillantes. Merci. À tout de suite pour la suite. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Nous prenons donc immédiatement la dénonciation avec Bernardo. Parfait, ici, aujourd'hui, on dénonce une nouvelle fois
une affaire de route. Une affaire de route. Alors, depuis 10 ans, pratiquement, la population de Soa, Hawaï et se plaignent de ce que l'axe principal qui relie ces points du Cameroun avait été inscrit dans un plan d'urgence. Donc, c'est une zone qui avait été sollicitée par le gouvernement pour un traitement en urgence des questions de route. Sauf que 10 ans plus tard, il n'y a rien eu de ce côté-là. Avec les pluies qui se font insistantes, l'axe est véritablement dégradé, les populations souffrent le martyre et donc elles se plaignent, elles aimeraient savoir ce qui se passe, pourquoi depuis 10 ans elles n'ont pas de route, que font les ministères en charge de ces travaux-là, et il faudrait que la haute hiérarchie soit saisie de la question. Voilà pourquoi ce matin des mineurs devraient en parler. C'est vrai quand même que, parlant de ce tronçon, Soa et Hawaï, c'est une boucle, hein. On en parle justement depuis une bonne dizaine d'années, mais rien à se mettre sous la dent. Ben, je passe d'abord la parole à Poliomba. Poliomba, votre commentaire. Je pense que c'est un constat qui revient à plusieurs reprises. Les grands travaux et même parfois les petits travaux infrastructurels peinent à être réalisés au Cameroun. Il y a donc un problème dans l'exécution des politiques publiques. L'administration est défaillante. Elle est défaillante à plusieurs titres. D'abord, il y a une défaillance au niveau de la programmation. On ne comprend pas très bien quelle est parfois la cohérence des projets qui sont inscrits. On peut avoir un projet sans penser à ce que cela entraîne comme effet. C'est-à-dire qu'on construit ici un port, là-bas un stade, on ne tient pas compte des voies d'accès, on ne tient pas compte de l'effet que ça aura au niveau de l'écologie sociale, environnante. Voilà. On a ensuite un problème au niveau de l'exécution même. Quels sont les prestataires qu'on choisit? Dans quelles conditions est-ce qu'on choisit ces prestataires-là? Quel est l'encadrement qui est assuré à l'exécution de ces marchés-là? Là, au niveau de la maîtrise d'ouvrage, ça laisse encore à désirer. Puis au niveau de la réception, parfois on réceptionne des bâtiments qui sont déjà endommagés. Vous vous souvenez que l'immeuble ministériel numéro 1, qu'on appelle l'immeuble de la mort, a été réceptionné dans des conditions ubuesques et que déjà aujourd'hui, ceux qui s'y rendent peuvent se rendre compte qu'il y a des ascenseurs qui ne fonctionnent pas. C'est-à-dire qu'un bâtiment qui a été livré il n'y a pas 5 ans est déjà en état de, disons, de putréfaction, plus ou moins, parce que si vous regardez le mur, ça ne va pas. Et donc il y a comme ça une multitude de travaux qui peinent à être réalisés et dont l'œuvre laisse à désirer. Et donc c'est un problème que l'administration centrale, que les pouvoirs publics et le peuple camerounais doivent prendre très au sérieux. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est quel pays sommes-nous en train de construire? Quel pays sommes-nous en train de construire? Question essentielle de Poliombo. Pierre Blériot Niemek, le cas Soa et ce Hawaï. On peut en parler également au niveau d'autres localités du Cameroun. Ça devient finalement une mode. C'est quoi ce laxisme? Pour le cas Soa et ce Hawaï, qu'est-ce qui manque? La volonté, l'argent ou alors la route est maudite? Parfait. Ici, il faut souligner à grands traits plan d'urgence. Non, on a des projets sur tout, mais on dit que cette route a été mise dans le plan d'urgence. Et on souligne urgence. Il faut souligner urgence. Vous savez également, quand la question du blé a commencé à se poser, il y a eu une décision présidentielle à travers le SGPR qui demandait que l'IRAD soit subventionné à hauteur de 10 milliards sur une période de 3 ans pour pallier, le cas échéant, le problème de blé. C'était dans un plan d'urgence. L'argent n'a pas encore commencé à sortir. Nous terminons la 2e année. Au Cameroun, nous avons une autre signification d'urgence. Ben, nous avons nos concepts. Il faut que les populations d'Hawaï et Soa comprennent. Chez nous, comme le pouvoir c'est entre 40 et 80 années que ça dure, ça doit durer entre 40 et 80. Quand vous êtes dans le plan d'urgence,
votre affaire peut être réglée d'ici 15 ans. Non, c'est ça les urgences. Bon, donc, les gars se disent que comme ça fait 10 ans, vraiment... Non, urgence... D'ailleurs, moi j'avais un patron qui disait que les urgences, c'est à l'hôpital. Mais même à l'hôpital, il n'y a pas les urgences chez nous. Pour celui qui a pratiqué cet axe-là, c'est vrai que partout ailleurs, c'est gâté. Mais au moins, il y a des situations qui créent d'autres situations. Cette route, on a commencé à la faire. Parce que moi, je suis un peu d'Hawaï. Mais parfois, ici, on est allé l'abandonner dans un état, vous ne pouvez pas imaginer. À vous demander donc pourquoi on a commencé ce... Parce que, M. Yombo, vous parlez de dégénérescence des ouvrages qu'on construit. Parfait, si vous commencez la construction d'une œuvre comme une route, vous abandonnez cette route sur 10 ans. Même ce que vous aviez déjà fait est détruit. Vous comprenez? S'il faudra recommencer, il faudra refaire aussi ce qui avait été déjà fait. C'est-à-dire que, monsieur Niemek, pour ne pas vous couper, même quand on fait les études pour permettre qu'un projet ait lieu, on fait les études, les prix sur le marché sont à un certain niveau. Quand vous attendez 10 ans, l'étude que vous avez faite est caduque. Vous avez perdu tout l'argent que vous avez investi et le montant que vous devez investir est outrement supérieur à ce qui était prévu. Bon, monsieur Yombo, ça c'est des considérations des hommes normaux. C'est eux qui réfléchissent comme ça. Ces gars aiment que les prix montent. Ils adorent. D'ailleurs, qui leur fait quoi? Rien ne leur arrive. Vous avez suivi la vidéo devenue virale du ministre qui disait que les populations d'Acom 2, des ressortissants de cette région sont venus me voir pour me demander d'accepter. Et donc, c'est un ministre qui parlait comme ça. Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que le ministre peut décider de la valeur ou du prix du kilomètre de route. Il dit, on m'a demandé d'accepter 1,2 milliard. 1,2 milliard. Ça veut dire que le ministre pouvait accepter 700 millions. Mais sur la demande de ces populations, il a accepté 1,2 milliard, c'est-à-dire 500 millions de plus par kilomètre. Mais vous faites ça au pays de qui? Pourquoi on fait ça? Mais c'est pratiquement parce que chacun sait que rien ne va lui arriver. Et de plus, les populations donnent l'impression, quand vous allez à Hawaï, Soa, Et ce, le RDPC fait le carton plein là-bas, non? là-bas, c'est une affaire de 100%. Alors, vous voulez qu'on se dise... 100%. Et quand on a voté 100% pour le RDPC, on dit aïe. Et depuis 10 ans, ces populations ne savent pas comment se plaindre. Depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Mais elles doivent sévir. En quoi faisant? Les gens qui vont là-bas veulent l'électorat, non? Vous voyez les politiciens. Le seul moment où les politiciens sont fragiles, parfois ici, c'est lors des votes. C'est pendant les votes. On ne peut tout simplement pas continuer à faire les choses de cette manière. Je vais faire une petite bifurcation, si vous permettez. Allons-y, vous chuterez par là. Ici. Vous savez, j'ai lu un texte ce matin où les députés se plaignent. Les députés de l'opposition. On les a muselés à l'Assemblée, ils sont sortis. Je crois qu'on a quand même une quinzaine de députés de l'opposition. Les gars, ils peuvent atteindre 15. Hein. Selon la définition qu'on donne à l'opposition. Non, prenons... Mais ces gars peuvent bagarrer avec les autres députés du RDPC en plein hémicycle et tout casser là-bas, non? Ce sont des conseils. Et puis les députés du RDPC sont vieux pour la plupart. Donc il y en a même une centaine qui est déjà éliminée. 15 personnes vont bagarrer contre 160. Mais il y a les chaises, 160 personnes. Non, je crois ça, c'est la barbarie. Je crois... Non. On ne peut pas faire la promotion de la barbarie. Non, on a souvent vu dans les parlements. Moi, on le sait, même ce sont des bons exemples. Même ici, parfois ici. Une chaise parfois ici. Qui a été lancée. Parfois ici. Mais même ici au Cameroun, il y a une dame députée qui avait lancé. Elle avait ensanglanté la dame. Le monsieur. D'un monsieur avec le talon. Oui. Un talon. J'ai oublié le nom de la dame. Parfois ici. Si je m'intéresse à la politique et que je devienne... Vous allez aller bagarrer à la Non, je devienne député au Cameroun. D'accord. Kava Yegege est président de l'Assemblée. Oui. Il refuse de me donner la parole. Il n'y aura la parole donnée à personne. Mais Kava va appeler les forces de l'ordre. C'est mieux. Chaque fois, ce sont les forces de l'ordre qui vont... Et pour me faire sortir du Parlement... Vous allez tout casser. Non, les gens qui vont filmer, eux-mêmes vont voir ce qui s'est passé. Et c'est l'image qu'on va donner. Je vais dire que les députés ne peuvent pas supplier d'être respectés.
Si les populations ne peuvent pas être respectées, vous au moins faites-vous respecter. Donc, l'axe Hawaï et autres, il faut recenser les gens qui ont monté le projet. Il faut les exposer. Parce qu'au Cameroun, on parle comme ça, on ne nous dit même pas qui a pris. Parce que l'argent est déjà sorti. Alors, attendez, pour penser que l'argent est encore quelque part. Moi, il pensait que l'argent n'est pas sorti. Non, l'argent est sorti depuis. Mais comment l'argent peut sortir et on ne fait pas l'argent? Mais c'est comme ça qu'on fait souvent et rien ne nous arrive. L'argent est sorti depuis. Mais attends, les gens qui ont pris cet argent, ils sont partis du pays. Non, ils sont là. Et pourquoi on ne les arrête pas? Qui les arrête? C'est ça le problème. On ne veut même pas qu'on prononce leur nom. Ils sont là. Et pendant que là... Tu les connais? Oui, je les connais. Mais donne les noms. Mais donc tu protèges les bagarriers à l'Assemblée. Donc tu protèges les bagarriers ici. Le problème, ce n'est pas de donner les noms. Vous savez que j'en suis capable. Et je vais même donner ces noms. Je vais les donner. Pas aujourd'hui. Attention aux poursuites. Non, je vais les donner. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais je vais les donner. Ce que je veux que vous sachiez, c'est qu'il y a un grave besoin d'une clameur populaire, d'un refus d'une situation inacceptable. On ne peut pas engager chaque projet, même ce qu'on appelle les projets d'urgence, et on ne les réalise pas. Finalement, on va où? Très bien. Merci bien. Bernardo Basson, nous posons un problème sérieux ce matin. Il y a 2 semaines, sur ce même plateau, mais dans le cadre du programme Libre Expression, nous posions déjà également le problème d'Acom 2, la route passant par Acom 2 et Bolova, Acom 2, Kribi. Ce matin, nous parlons du tronçon Soie et ce, Hawaï, selon Blériot, et je prends c'est dire au sérieux, il n'a pas l'air d'être un comédien, il dit que les fonds ont déjà été débloqués, mais il n'y a pas la route. Comment vous expliquez cela et pourquoi il n'y a aucune communication pour que les populations de ces zones puissent savoir ce qui coince? Il y a 3 ou 4 points sur lesquels on peut manifestement épiloguer. Le premier, c'est la fracture du discours hiérarchique. C'est-à-dire aujourd'hui, à mesure que le temps passe au Cameroun, on a l'impression que la fracture se fait de plus en plus profonde, se fait de plus en plus grave entre le discours du chef de l'État et la réception qui en est faite par ses collaborateurs. On a l'impression qu'il n'est plus reçu, il n'est plus écouté, il n'est plus suivi, et donc les gens sont des roitelets un peu partout et font ce qu'ils veulent. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est l'inefficacité manifeste de la justice camerounaise sur les questions relatives à la chose publique. Notre justice aujourd'hui n'est pas suffisamment outillée, n'est pas suffisamment indépendante. Elle est prise en otage par certains lobbies et par certaines forces qui l'empêchent d'être efficace lorsque certaines questions d'ordre public sont posées et lorsqu'il faille trancher pour éventuellement incarcérer les personnes qui sont responsables de vol ou de prévarication des choses relatives à la fortune publique. Le troisième point ici, c'est l'absence ou la non-appréhension manifeste de la question démocratique à la population camerounaise. Jusqu'ici, Paul Biya, je ne suis pas RDPciste, tout le monde le sait, lui-même a souvent clamé dans ses discours que le Cameroun est un pays démocratique. La démocratie, laisse entendre l'idée de manifestation et de revendication. Non pas par les armes, bien sûr, mais par le discours, par les grèves, par les sorties, etc. Le peuple camerounais devrait savoir que par moment, lorsque la cause sociale est profondément outrée, lorsqu'elle est profondément manifestement banalisée, il faudrait qu'il y ait des grèves et des manifestations. Et dans ce sens, l'armée devrait comprendre qu'elle doit accompagner les citoyens qui ne font que manifester un devoir républicain. Le dernier point ici, c'est la lenteur du chef de l'État sur les questions de remaniement lorsque cela s'impose. Parfait, ici, on remanie même quand? Hein, parfait, ici. On remanie quand? Oui. Mais attendez, je ne suis pas le confident du chef de l'État. Les routes ne sont pas construites. Qui gère l'affaire des routes là? Eneo ne nous donne même pas le courant. Qui gère? Tu sautes. Les marchés publics, ça se porte un peu mal là-bas de ce côté. On attribue des marchés à n'importe qui, de manière hasardeuse, de manière incestueuse. Vraiment, on saute. Vraiment, parfait ici. Je dis bien que cette impunité, aussi bien politique, administrative que judiciaire, est la principale cause de tout ce qui arrive là. Si quelqu'un sait que si je vole, on me met là sur la place publique, on me fouette,
on me met assis là, et les gens sont autour, ils me regardent juste. Seulement cette honte va faire peur à certains. Mais comme on dit ici, les moyens par lesquels certains accèdent à certaines fonctions publiques, à certaines hautes fonctions, déterminent comment est-ce que leur mandat sera administré. Si vous accédez à un poste ministériel par des questions de secte, des questions d'homosexualité, pour ci, pour ça, c'est sûr que durant votre mandat... J'espère qu'on parlait d'un autre pays. Hein, vous aurez beaucoup de problèmes. Je n'ai pas cité un département ministériel, je n'ai pas cité un ministre. Je dis, si vous accédez à certaines fonctions par des canaux maladroits, votre mandat sera également maladroit. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, au Cameroun, le Cameroun est encore géré par Paul Biya. Il faudrait vraiment qu'il se décide de chasser tous ceux qui ne suivent pas. Moi, je vous ai dit ici que j'ai pris la peine, parfait ici, moi j'ai pris la peine, comme peu de Camerounais, je le confesse, de lire pour le libéralisme communautaire et le fédéralisme communautaire. Ces visions ne sont pas maladroites, honnêtement. Mais Paul Biya lui-même laisse encore ses collaborateurs ne pas faire ce qu'il dit, et il vient après nous dire dans les discours, les prévaricateurs seront soumis à la loi, ils vont payer pour ce qu'ils font. Finalement, parfait, ici, on tourne en rond et on n'ira nulle part. Les populations de cette localité-là doivent faire deux choses. La première, pour les prochaines élections, sanctionner ceux qui viendront là-bas. Et la deuxième, commencer à gréver et à manifester pour réclamer une route. Merci beaucoup. Hein. Lisons les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, l'Onkouta des modérateurs. En parlant de route, parfait. Ici, s'il vous plaît, expliquez-moi une plaque de signalisation d'Odan posée sur un Dodan. C'est pour signaler quel Dodan? Ahmed Alifa à Douala, sacré vendredi à vous. Oui, le problème qu'il pose, vous le voyez, non, vous qui êtes automobiliste, on signale le dos d'âne suffisamment à distance. Tout à fait. Mais si vous... Voilà, c'est ce qui nous... Bonjour, parfait, le Kosovar. Concernant la dénonciation, on nous a annoncé les reprises des travaux dès le lendemain au stade d'Olembe. Jusqu'à présent, rien. Et ça fait déjà 2 mois. De qui se moque-t-on? C'est signé Thierry. Je pars au 213, c'est l'Algérie. Bonjour au panel. Perfecto. J'ai tellement réfléchi hier par rapport au Cameroun. Et je pense que le vrai Cameroun doit se trouver quelque part. Le Cameroun dans lequel on vit doit être la photocopie et l'original est ailleurs. Le patriarche Focho Victor avait dit qu'on l'enterre avec son téléphone. Qu'est-ce qu'il attend depuis pour biper ses amis vieillards qui sont dans le gouvernement et qui gèrent mal le pays? Peut-être que Focho lui-même est dépassé là-bas. Hein? Je vous amène au plus 32, c'est la Belgique. Bonjour, parfait. Je ne tolère pas que M. Niemek banalise autant le VIH. On peut être d'accord sur le fait que ce soit un virus, mais les gens en meurent. Donc, prenons les précautions adéquates, s'il vous plaît. Pour la dénonciation, le pays n'est plus dirigé, c'est tout. Parfait, vous avez déjà vu un pays où on fait mentir le président 1 fois, 2 fois, 3 fois et rien ne se passe. Sombo, j'ai déménagé de Anvers à Bruxelles. Merci beaucoup. Hein. Alors, Barbara Donfou va intervenir et qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour, l'idole de mon fils. Ah, d'accord. Darrell regarde la rediffusion de cette émission tous les jours jusqu'à imiter vos gestes. Il attend vos conseils pour être un grand modérateur comme vous. Un bonjour particulier à votre consultant, c'est Barbara Donfou. Alors, Darrell, il faut déjà savoir... il fait quelle classe? Il est à l'école? Non, Darrell, il faut que le Kunkuta se rapproche de maman. Voilà. Tu vas souvent le voir. Peut-être qu'il sera un sachet de modérateur. Ouais, là, il se déblairait. Trop tendancieux. Je vous amène au 241, c'est le Gabon. Bonjour. Avant l'arrivée des militaires au pouvoir, le Gabon était pire que le Cameroun. Tu parles de tendancieux. C'est tendancieux. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Tu dis que c'est tendancieux. Ce que je disais est tendancieux. Qu'est-ce que vous voulez même dire? Clairement. Bonjour, parfait. C'est un réel plaisir de vous écouter ce matin et encore un plus immense plaisir d'écouter Paul Yombo, dont la sagacité et la pertinence des analyses sont plus que instructives. C'est Crossphoning qui envoie le message. C'est une femme. Bonjour, parfait. Non, c'est un
Bon, en fait, j'ai eu à l'encadrer à l'université. Ah, C'est un très d'accord. brillant étudiant. Étude. Bonjour, parfait. Il y a tout ton panel. Parfait. Même la route en cause entre ministre soit est abandonnée depuis la CAN qui s'est jouée au Cameroun. Paul Biya n'est plus... bon, c'est Hilaire Niga qui envoie le message. Autre préoccupation, arrêter les on doit faire ci ou ça, dit les noms des protagonistes qui auraient pris l'argent de tel projet et qui devraient être le gendarme de la non-réalisation. Monon Jan a vu juste sur le fonctionnement du gouvernement. Mieux, on légalise l'écart. Bonjour, c'est Jeannot de Mendon. Autre message ce matin, soyez salués les démineurs. Grand merci d'essayer de traiter le sujet de cette route qui en fait est une longue histoire. Je suis du coin promesse de campagne de 1997, rendu en 2023, toujours pas de route. C'est la véritable manifestation de vol à ciel ouvert par nos autorités. Des sociétés attributaires du dit marché ont quelle référence de contrats déjà résiliés. Le ministre en charge des routes a fait déjà une descente sur le terrain. Nous, les veleux, sommes dépassés. Il programmait une autre descente. La population s'apprêtait à lui réserver un accueil. Mis au courant, on ne l'a pas vu. Nos élites, mon Dieu. Maman Cécile Titi Garage, bon début de week-end. Mais vous savez qui est le président du groupe parlementaire RDPC? Vous savez qui c'est? Mais c'est M. Roger Melingui, l'honorable. Mais c'est un veleux. Tout à fait. De ceux. Tout à fait. Voilà. Si ces gens ne peuvent pas pleurer pour eux-mêmes, c'est nous qui devons pleurer à leur place. Je vous ramène du côté du 241, c'est-à-dire le Gabon. Bonjour, parfait, s'il te plaît, viens travailler au Gabon. Nous avons besoin d'un talent comme le tien. Vraiment, s'il te plaît. C'est Lisandro depuis Bitam qui envoie le message. Au Cameroun, on dit pourtant comment si on vaut rien. Mon ami de Bitam, appelle-moi en offre, on ne sait jamais. Autre message, bonjour, parfait. Faites-nous voir le popoli de ce jour. Gorgozor depuis Marois. Vous avez d'abord un nom bizarre et je présume que le popoli là doit ressembler à ton nom. Voilà pourquoi tu veux absolument qu'on puisse montrer ce popoli. Autre message ce jour, mes respects, monsieur Haïssi, pourquoi le Cameroun est toujours le premier à aller prendre ce qui est gratuit? Ne soyez pas surpris qu'après on vous dira que les milliards ont été dépensés pour le transport et la distribution des flyers et des vaccins. Autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau, les ralentisseurs... Qu'est-ce qu'il dit? Les ralentisseurs de type Dodan sont des panneaux avancés. Ils sont placés à 150 mètres en rase campagne et 50 mètres en agglomération avant le Dodan. Sur le Dodan, on implante plutôt un panneau d'indication de forme carrée et de fond bleu pour signaler qu'ici, voilà, le Dodan signalé en avance. C'est Gilles de Melaine. Bonjour aux géants du micro et à tout ton panel. Merci pour la bonne humeur. Pour la dénonciation de ce matin, parfait. Ici, nous sommes gouvernés par des gens pas du tout sérieux. Je préfère prendre une expression synonyme. Hein. Il dit que c'est vraiment incroyable. Je pleure mon pays. Tous les secteurs sont paralysés. Où va le continent camerounais? C'est Akamba Olivier depuis Ngaoundéré qui envoie le message. Mes salutations, monsieur Parfait, ici et à ton précieux panel. C'est un honneur pour moi d'être toujours à l'écoute de votre émission en sa qualité de bonne informatrice, moralisatrice et encadrice. Votre émission est ma référence quotidienne. Igor Eyebe, 18 ans, depuis la carrière de Loboudi. Et pour la dénonciation du jour, c'est vraiment écœurant. Autre message ce jour, permettez-moi de vous amener au plus 39, c'est l'Italie. Bonjour perfecto. On dit qu'il y a environ 110 000 kilomètres de route possibles au 237 et moins de 10 000 sont bitumés. Avant, on bitumait les routes avec la certitude d'une espérance de vie d'au moins 30 ans avec l'état d'avancement et ses prédécesseurs. C'est quelques mois
et tout est foutu. Il n'y a pas que ce tronçon. Il faut aller du côté des Kribi à Komdou, à l'extrême nord alors. Et mais les suspensifs. Vous voulez que je parle de chez moi? Je vous ramène du côté 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto et le panel génial. Le problème de route est légion dans nos pays. Imaginez chez moi qu'on faisait 1 kilomètre en un an. C'est Bécal et Moyo Georges depuis Libreville. Autre message, hein? Gildas depuis la Centrafrique nous envoie également un message. Bonjour parfait. Ce qui tue notre pays, c'est la peur. Nous avons un pays où le banditisme est servi sur les plateaux, mais les parlementaires ont peur de nous servir. Autre message rapidement en direct. Alors, on dit quoi là? Perfecto, la route à Komdou Kribi est déjà bitumée sur du papier depuis fort longtemps. Comme j'aime souvent le dire, les plus chanceux dans ce pays deviendront fous. Gauthier depuis Mondon, à Yaoundé. Bonjour les démineurs. Les attributions des marchés publics dans notre pays sont à tête chercheuse. Même quand les règles d'attribution sont respectées, les marchés n'arrivent jamais à terme. Je peux être hyperbolique, mais malheureusement, c'est le cas. C'est vraiment triste pour notre pays. La tolérance zéro dans les marchés est la cause principale du retard de développement de notre pays, car les marchés publics, ce n'est pas seulement celui des travaux, mais des fournitures et des prestations de services. C'est Boris Dendiki et qui nous envoie le message. Permettez-moi de prendre un verre d'eau. Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer une fois de plus le cas de sous-développement de certains pays africains avec une interrogation. Quelles peuvent être les principales causes de ce sous-développement dans certains pays africains? Je commence avec Paul Yombo. Paul, le constat est clair. En Afrique quand même, tous les pays ne sont pas pauvres. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer que certains pays africains ne soient pas pauvres, d'autres le sont tellement ou d'autres le sont moyennement? Bon, déjà, ce qu'il faut constater, c'est que l'Afrique, de manière globale en tant que continent, c'est la zone qui est le moins équipée du monde. C'est-à-dire que la zone du monde le plus sous-équipée, c'est l'Afrique. Alors, le concept qu'on choisit de mobiliser ici, c'est le concept de sous-développement. Ça, c'est un concept qui vient d'un endroit spécifique. C'est le 20 janvier 1949, le président Harry Truman, début de son second mandat, il fait un discours où il dit que les États-Unis doivent mettre toute leur avance scientifique et leur capacité industrielle au service des peuples dits sous-développés. C'est la première fois que ce mot apparaît. Et donc, qu'est-ce qu'il entend par sous-développé? Si on lit la suite du discours, on se rend compte qu'il parle de misère, du fait que les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, qui sont exposés à un certain nombre d'aléas qui sont liés à la fragilité de la pauvreté. Et donc là, on a une esquisse de définition du sous-développement. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on inscrit le concept de sous-développement dans la longue trajectoire historique qu'est celle de l'Afrique, on se rend compte que le discours mondial sur l'Afrique a toujours fonctionné en dichotomie. On a toujours distingué, on a toujours trouvé une catégorisation pour distinguer l'Afrique du reste du monde. Tantôt on parle de pays civilisés et de pays barbares. Tantôt il y a des pays colonisés et des pays colonisateurs. Aujourd'hui il y a des pays sous-développés et des pays développés. Et même quand ces pays sous-développés commencent à émerger,
ils ne sont pas des pays développés, ils sont des pays émergents. Parce qu'il ne faut jamais que l'Afrique et l'Occident soient à égalité au même niveau. Bon. Troisième point que j'aimerais évoquer, c'est la question économique. Parce que le développement, c'est avant tout une question de gros moyens industriels. C'est l'industrialisation, la transformation industrielle, la production qui permet à un pays, les économistes parlent de petit pays ouvert à l'échange. Un petit pays ouvert à l'échange doit trouver une niche dans laquelle ce pays peut se spécialiser pour que ce pays puisse s'inscrire dans l'économie mondiale. Le problème donc que les pays africains ont, c'est qu'il y a un rôle qui est défini aux pays africains dans le système monde. Et quel est ce rôle-là? Le rôle de pourvoyeur de matières premières et de marché de consommation des produits finis des autres. Et donc, tant que dans l'économie politique planétaire, l'Afrique reste confinée à ces deux rôles-là, l'Afrique ne pourra pas faire sa mue pour sortir de cela. Et je termine par ce quatrième point, c'est que qu'est-ce qui fait que l'Afrique est prisonnière, en fait, en réalité, de cet état de choses? Très souvent, on parle de corruption, mais l'Afrique n'a pas le monopole de la corruption. Très loin de là même. La corruption prend des formes diverses et variées dans différents pays du monde. Si vous regardez par exemple ce qui se passe au Parlement américain, les parlementaires américains ont accès à des secrets par rapport au marché public que les États-Unis vont donner à des entreprises privées. Et dès qu'ils ont accès à ça dans les commissions, ils partent eux-mêmes investir dans ces entreprises-là. N'est-ce pas là une forme d'enrichissement illicite ou d'enrichissement questionnable qui est issu de leur fonction publique? Et je peux multiplier les exemples avec Joe Hunter Biden, mais ce n'est pas ça le sujet. Donc, du coup, l'Afrique n'a pas le monopole de la corruption. L'Afrique n'a même pas le monopole de la mauvaise gouvernance. Si on prend ce que la France a fait, ou la France fait encore sur des questions de transformation verte et climatique, combien d'argent la France a dépensé dans des produits infructueux, dans des projets infructueux? On parlerait d'éléphants blancs, comme en Afrique. Donc il y a des éléphants blancs partout, il y a la mauvaise gouvernance partout, il y a la corruption partout, il y a même le détournement de fonds publics partout. Le fait que vous le disiez de cette manière-là, j'ai l'impression, je peux penser que certains sont en train d'applaudir dans leur bureau. Hein. Bon, c'est en train de légitimer ce qui se passe par exemple au Cameroun. C'est là maintenant que le problème se trouve. C'est-à-dire que si on est à égalité de corruption, pas forcément à égalité, pourquoi mais s'il y a d'autres sont développés pourquoi certains sont développés pas? C'est parce que la position de l'Afrique dans le système économique mondial, c'est une position qui confine l'Afrique au sous-développement. Et c'est quoi cette position-là? L'Afrique ne contrôle pas ses ressources. Vous prenez un pays comme le Congo, les ressources du Congo ne sont pas exploitées par les Congolais. Ce sont des pays étrangers qui exploitent ces ressources-là et qui reversent une part, disons, résiduelle des bénéfices de l'exploitation à ce pays-là. Deuxièmement, les prix de ces produits-là ne sont pas fixés sur le continent africain par les Africains, c'est fixé à l'étranger, généralement dans ce qu'on appelle un marché monophone. C'est-à-dire qu'il y a le monopole, où il y a un seul producteur, et il y a le marché monophone, où il y a un seul acheteur. Et quand il y a un seul acheteur et beaucoup de producteurs, l'acheteur gouverne le marché. Très bien. Merci Paul Yombo pour cette première prise de parole. Je vais passer maintenant le micro à Pierre Blériot. Mais Pierre Blériot, peut-être que je vais vous amener sur un autre terrain, mais nous restons, je pense, bien dans le débat. Et il y a un autre débat qui est né depuis un certain nombre d'années. Beaucoup pensent que si certains pays africains sont restés sous-développés, c'est du fait de la colonisation. Beaucoup pensent que si le Cameroun n'est pas développé, c'est à cause de la France. Beaucoup pensent que si le Congo n'est pas développé, c'est à cause de l'ancien colon, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans ce débat-là, vous vous situez à quel niveau? Parfait, ici, je ne souscris pas à la définition du développement proposée par les économistes. Le concept de développement s'origine dans la biologie. Parfois ici, quand vous allez au marché, vous dites que vous voulez un gros poulet. Oui. Vous achetez un gros poulet et tout le monde convient que c'est un gros poulet. Pourtant, le poulet le plus gros, à son maximum, n'atteint pas l'éléphanto, c'est-à-dire le petit de l'éléphant à la naissance. D'ailleurs, le petit de l'éléphant à la naissance pèse entre 150 et 250 kg. Vous voyez combien de poulets ça peut faire? On peut donc reconnaître un éléphant pas développé et reconnaître un poulet développé. Qu'est-ce que ça permet de voir?
ça permet de voir que le développement ne peut jamais être uniforme. On ne peut pas se ressembler au terme du développement. D'accord avec. Vous comprenez? D'accord. Et la première erreur donc des Afriques, parce que là il y a un autre problème que je souligne, l'Afrique n'est pas une. Nous-mêmes, on peut parler là, mais il dit Afrique, Occident, après il dit les pays. Nous ne sommes pas les mêmes. Si quelques-uns ont des maladies d'enfance, d'autres ont des maladies de vieillesse. Je vais expliquer ce que c'est. Les maladies d'enfance, effectivement, la première maladie d'enfance, c'est la colonisation pour les pays qui ont subi cela. Et c'est quoi la colonisation du point de vue biologique? C'est que quelqu'un est venu mettre une autre substance dans ce que vous avez semé. Et il est normal que la progression de la plante se porte mal. Nous ne vivons pas, nous ne respirons pas. L'herbe empêche aux plantes de grandir. Vous voyez la figure? Si vous mettez le bananier plantain et vous ne mettez pas la forêt, ça va être rabougri. Et on a tout fait, l'Occident fait tout pour nous rabougrir. Et il ne faut pas que les serviteurs de l'Occident viennent nous dire que ce n'est pas une affaire de vol, de ce que les ministres peuvent prendre, c'est zéro. C'est une affaire au niveau macro, au niveau des échanges mondiaux. Vous produisez votre cacao. Oh, d'ailleurs, on vous a choisi une plante, on dit produisez ça. On finisse une tonne de cacao rapporte à l'Occident 80 millions. Ça vous rapporte 2 millions. Vous voyez le rapport? Alors qu'aucun occidental, eux, ils ne fabriquent pas ça, ils ne produisent pas ça. Ils vous ont choisi leur culture dont ils ont besoin. Ils ont dit produisez ça. On comprend donc que le cacao reste pour moi une plante esclavagiste. Mais il faut qu'on vous décore dès que vous avez dit ça. Mais il n'y a pas que le cacao. Mais on va même au niveau de vos matières premières. Les gens viennent faire les études. C'est-à-dire, ils quittent chez eux. Prenez ça au niveau micro. Parfois, ici, je quitte mon village, je viens en Colevin. J'étudie le sol d'un Colevin. Je dis ce qu'il y a. Parce que depuis l'Allemagne, ce n'est pas avec la France. La première carte du sous-sol camerounais a été faite par l'Allemagne. Donc les Allemands ont la carte de tous nos minéraux. Et c'est eux qui programment qu'est-ce qu'il faut utiliser à quel moment. Les Français sont venus, ils ont fait pareil. Toutes les sociétés qui s'installent pour exploiter sont des sociétés occidentales. Quelquefois, on prend quelques locaux, là, on vous mélange. Prenons les matières premières. Les gens viennent dépister des choses chez vous et vous disent, bon, nous, on va exploiter telle chose. Et c'est nous qui fixons la législation autour de cette exploitation. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire autrement? Parce qu'ils se sont assurés avant d'avoir leur sous-préfet au niveau de la tête de nos États. Si nous parlons de gouvernement par la négligence et à perpétuité, l'Afrique, les pays africains constituent un vaste laboratoire. Et on soutient ces gouvernants dans cette façon de faire. Et vous verrez que dès qu'un gouvernant commence à se distinguer, l'explosion est facile. L'Afrique est tellement... Le Rwanda essaie seulement de faire un peu. Le Cameroun n'a même pas besoin de faire beaucoup. De se libérer juste un peu. Et vous verrez que nous sommes un pays immensément riche. Le Cameroun est plusieurs fois plus riche que la France. La France n'a rien. Tout simplement. Mais elle va s'assurer, parce qu'elle vit sous perfusion de nos États, elle va s'assurer que ses sous-préfets lui rendent compte. Quelle est cette affaire? Parfois ici est le plus riche. Et on dit que ces richesses doivent passer par moi. Et c'est moi qui dois lui reverser ce que je veux. Très bien. La question de l'indépendance des pays africains est liée au problème de développement. Et puis l'orientation qu'on nous a donnée dans ce que vous appelez aujourd'hui les grands travaux. Les grands travaux, c'est quoi? C'est que vous investissez des choses pour épater les gens, mais des choses qui ne vous rapportent rien et qui vous plongent dans des endettements. Pourquoi nous devions être endettés? Très bien, c'est compris. Bernardo Basson, nous parlons justement du développement en Afrique ou de son sous-développement. Blériot a longuement expliqué un certain nombre de choses. Je voudrais, pour votre cas, que vous puissiez un peu établir le lien des indépendances de certains pays africains et leur niveau de développement en ce moment. Y a-t-il un lien étroit? L'indépendance de manière
claire continue-t-elle à jouer sur l'aspect développement ou sous-développement de certains pays africains? Fatalement, oui, parce que la question du plein développement ou la question de la décolonisation en Afrique se pose encore. Donc on a l'impression que certains États africains ne sont pas complètement émancipés, ne sont pas complètement décolonisés et par conséquent ne sont pas totalement indépendants. Le développement postule de l'indépendance d'une certaine façon et de l'identité. Il vous a pris tout à l'heure l'image du poulet et de l'éléphanto. L'éléphanto a une identité naturelle, biologique, phénotypique, génotypique particulière. Inversement, le poulet. Donc déjà, vouloir globaliser le développement dans le sens de toute l'Afrique peut être un premier problème. Deuxièmement, le développement est une trajectoire qu'il faudrait emprunter à partir d'une vision du monde. C'est notre vision des choses qui nous développe. Et cette vision inclut ce qu'on choisit de faire, ce qu'on choisit de manger, ce qu'on choisit de consommer, etc. C'est pour cela que je vais aller sur 3 piliers pour justifier les raisons pour lesquelles notre État, je prends le cas du Cameroun, n'est pas encore développé. Premièrement, la question spirituelle et religieuse. La spiritualité et la religion définissent le mode de société et le mode de vie en général. Jusqu'à ce niveau? Oui. C'est la façon dont vous êtes votre spiritualité qui détermine comment est-ce que vous percevez le monde. Vous voyez. C'est pour cela que j'ai souvent dit sur ce plateau que, par exemple, en Occident, vous avez le cartésianisme et le christianisme, qui sont des modèles de spiritualité particuliers, et vous avez en Afrique, par exemple, la cosmologie et l'harmonie naturelle. Donc, au Cameroun, on a un problème déjà, je ne vais pas dire d'uniformité, mais de cohérence dans le modèle religieux et spirituel. Deuxièmement, le modèle éducatif. Pour se développer, il faut avoir une éducation axée sur le développement en fonction des besoins de développement qu'on a réellement. Pour le Cameroun aujourd'hui, les grandes industries ne sont pas urgentes. Elles vont arriver à terme. Il faut d'abord que les Camerounais aient conscience de ce qu'on appelle le développement, qu'ils aient conscience de ce dont ils ont besoin et qu'ils sachent que vivre en harmonie est prioritaire, et à tel point que ce qui sera économique viendra se poser sur une base harmonieuse, sociale, équilibrée. Si vous donnez de l'argent, beaucoup d'argent à un insensé, il n'en fera rien. Il faut que le tissu social soit équilibré pour qu'on puisse être émergent économiquement. Et notre modèle éducatif est essentiellement étranger. Il n'est pas camerounais. On nous éduque dans un enseignement francophone, avec des notions qui sont françaises ou anglaises pour la plupart. Il n'y a pas une vraie trajectoire profondément camerounaise par faire ici. Le troisième point, c'est la question institutionnelle. Dans nos États, les institutions ne sont pas pensées par nous. Elles sont déposées. Même la forme de notre Parlement obéit à des constructions architecturales de certains ordres. Suivez mon regard. Vous voyez qu'à un moment donné, nos institutions, comme elles sont disposées, comme elles sont nommées, comme elles sont dirigées, ne répondent pas à un besoin fondamental. Or, ce sont ces aspects qui, pris concomitamment, peuvent nous aider à nous développer. Parfait, ici, nos États, notre État, n'a pas encore amorcé la trajectoire du développement. Pour ce faire, je me résume en sortant par là, il faut résoudre la question spirituelle et religieuse, la question éducative, puisqu'on t'éduque au développement. On forme ici des architectes, mais qui construit nos stades, qui construit nos routes? Les étrangers encore. Et donc, le point que M. Nyemek a évoqué est le plus important. C'est que nous sommes encore profondément colonisés. Pour le Camerounais, il n'existe pas de produits de télévision, de produits de radio ou de produits numériques qui présentent nos réalités. Nous, on voit les États-Unis comme le plus grand pays du monde. On voit la France comme un très grand pays. Allez voir comment les Français vivent. Ils peuvent dire qu'ils mangent, ils dorment bien. Mais est-ce que leur mode de vie, leur tissu social est suffisamment plus élevé que notre? Ça, je ne sais pas. Je ne vais pas lancer le débat ici. Donc, déjà, nous sommes par la télé, par les médias, par l'éducation, par le système de santé, essentiellement colonisés. On est improductif de manière profonde. Et donc, on ne peut pas se développer. Il faut qu'on pense une société propre à nous, avec nos réalités, avec nos fondements idéologiques et ontologiques. Sans cela, on ne peut pas aller, non. Merci beaucoup Bernardo. On va lire une fois de plus les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, les plénipotentiaires du micro, de la modération et de l'analyse. Je pourrais résumer les raisons du sous-développement en Afrique, en particulier le Cameroun, en ces points suivants. La permanence des conflits armés, la mauvaise gouvernance, la croissance démographique élevée, l'éducation approximative, un taux d'investissement faible dans divers domaines,
humaine, le manque d'accès aux soins de santé de qualité, le coût des communications très élevé, une faible intégration au commerce international. C'est Steve de Penja qui envoie le message. Malheureusement, Steve, tu décrivais les conséquences, mais pas les causes. Autre message ce jour, et là je vous amène au 229. Le Bénin. C'est le Bénin. Bonjour Perfecto, permettez de partager avec vous une réponse de Belle Antoine face à la question qu'est-ce qu'il pense de la FECAFOOT il y a plusieurs années. Il disait qu'elle est à l'image du Cameroun. Aucune institution ne fonctionne. Pourquoi attendre que ce soit la FECAFOOT qui marche? D'accord. Je ne sais pas ce que vous voulez nous faire comprendre par là. Autre message ce jour, bonjour au sac de modérateurs et à monsieur Niemek. Très belle émission et bel espace pour dénoncer les abus de celui qui s'est dit le tout-puissant de Ndokoti avec la complicité du commissaire. Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il a des informations qui me les envoie sur Twitter, on va en parler. Le tout-puissant de Ndokoti. Il avait déjà envoyé un message ici. Ah bon, similaire. Hein? Oui, de quelqu'un qui dérange Ndokoti, qui fait des choses pas possibles. Ces derniers faits de ça une arnaque et gagne-pain. Il t'accuse au commissariat et la commissaire t'enferme en cellule, que tu aies raison ou pas. Bon, on va pas continuer à lire. Apporte-nous des éléments un peu plus clairs pour voir si on peut en faire une dénonciation. Autre préoccupation ce jour. Alors, on repart au 213, c'est l'Algérie. Voici la cause du sous-développement en Afrique. Un Africain se réveille le matin sur un matelas fabriqué en Chine. Il prend son déjeuner avec un café fabriqué au Brésil, avec du pain fait à base de la farine d'Ukraine, dans une tasse de café fabriquée en Thaïlande. Il prend son téléphone Samsung fabriqué en Corée, où il surfe avec les mégas de Orange qui appartiennent aux Français. Et pour sortir de chez lui, il porte des chemises Gucci ou Dolce Gabbana fabriqués en Europe, des pantalons jeans fabriqués en Turquie et des chaussures fabriquées en Chine. Il emprunte un taxi Toyota fabriqué au Japon. Le taxi s'arrête dans une station-service Total qui est française pour consommer du carburant. Arrivé à son lieu de travail qui appartient, il travaille sur des dossiers que les Français lui ont imposés avec les diplômes et les techniques de management que les Français lui ont imposés. À la fin du mois, on le paye avec une monnaie que les Français lui ont imposée. Ouf, je m'arrête là, car si je continue, on va dormir ici. Mais c'est pertinent. Oui, mais ce ne sont pas les causes. Ce sont les conséquences, en fait. C'est-à-dire la dépendance à un système étranger, système de production. On est improductif. Du coup, la conséquence, c'est que autrui nous impose ce qu'il a produit comme système de management, d'administration, de gestion, tout ce qu'on veut. Bonjour, le caporal de modérateur. Caporal? Non, c'est un grade. Peut-être qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a aussi des gens qui... Ou alors caporal dans notre langue veut dire le sommet. Peut-être. Certains pays en Afrique sont sous-développés parce qu'ils ne veulent pas s'ouvrir au monde, vivent en autarcie, mais certains par contre sont sous l'influence des mauvaises sectes où la théorie du pourrissement est à l'ordre du jour, l'homosexualité, la gérontocratie, etc. Combien de ministres sont milliardaires au 237, mais le pays sombre selon vous? Pourquoi? Kadhafi a voulu ouvrir les yeux aux pays africains, mais il a été trahi et stoppé par la France. Où est donc la fraternité et qu'ils prennent tant dans leur secte pernicieuse là? Autre message ce jour. Le perfect, les pays développés ou en voie de développement sont ceux qui ont tout d'abord leur propre monnaie. Le Nigeria, le Ghana, l'Angola, etc. Perfecto, on ne peut prétendre vouloir se développer si c'est quelqu'un d'autre qui tient notre porte-monnaie. La deuxième chose est de sortir des aides humanitaires, car l'aide n'a jamais développé un pays. Le président américain Kennedy, à son temps, avait déclaré ceci: chaque fois que les États-Unis donnent $1 sous forme d'aide à un pays, en retour, les États-Unis en gagnent $5. C'est Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Parfait ici. Paul Yomba. Je ne sais pas si vraiment en quelques secondes, c'est Paul Yomba qui doit parler. Ce que M. Yemek dit. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on néglige. En fait,
M. Niemek a commencé par dire que la conception des économistes du développement ne conduit pas à un développement durable. C'est faux. Parce que pour eux, le développement, ce n'est que production et surproduction. Ah bon? Qui va finir... Juste honnêtement, Paul, honnêtement, les théories peuvent naître après. La base est bien celle-là. Maintenant, parfait ici. Beaucoup de Camerounais également pensent que le développement n'est qu'économique. Il l'est, mais accessoirement. Parce que la société qui elle-même n'a pas un certain modèle ne peut pas prospérer. Je reprends encore l'image, je sors par là. Donner 1 milliard à un individu qui ne sait pas gérer, ce milliard sera dilapidé. Il faut d'abord construire un tissu social fort sur lequel se pose une base économique qui va conduire à la prospérité. Et le Cameroun n'a pas encore atteint un niveau de conscience sociale et de construction éducative qui nous permet d'aspirer au développement. Ça, il faut bien le relever. Paul Yombo, depuis quelques années également, au Cameroun et dans bon nombre de pays africains, un grand débat est né sur la monnaie. La monnaie. Et plusieurs théoriciens sont ceux qui pensent qu'un pays ne peut se développer qu'avec sa propre monnaie. Et pour ces pays qui utilisent la monnaie des autres, c'est compliqué pour le développement. Alors, lorsqu'on parle de monnaie, on parle également de développement, sous-développement. C'est étroitement lié. Question simple. Un pays peut-il se développer sans sa propre monnaie? Là, c'est encore une très grande colle que vous me faites là avec cette question. Oui, c'est une question qui est complexe, multidimensionnelle, mais commençons par le commencement. Un livre que je conseille à tout le monde, écrit par un économiste camerounais bien connu, Joseph Tchouljang-Pouemi, Monnaie, servitude et liberté. Alors, dans ce livre-là, l'économiste camerounais est le premier à, disons, braquer les projecteurs sur un autre aspect de la dépendance économique des pays de la zone CFA. La tendance à l'époque, c'était de se focaliser sur ce qu'on appelle la détérioration des termes de l'échange. C'est-à-dire que sur la dépendance commerciale, les Africains vendent toujours leurs produits aux mêmes pays occidentaux et ils les vendent à des prix qui ne font que diminuer alors que les prix de ce qu'on importe ne font qu'augmenter. Et donc c'était ça qui expliquait pour les économistes d'alors le sous-développement. Alors Tchouljang-Pouemi nous explique en fait que la question monétaire est centrale. Pourquoi la question monétaire est centrale? Pouemi dit que toute révolution industrielle est précédée par une révolution monétaire. Parce que l'argent permet de libérer les énergies. Il n'est pas possible d'avoir une économie vibrante dans un pays où les gens n'ont pas accès à l'argent. Alors la politique économique, c'est quoi? C'est la politique fiscale et la politique monétaire. Alors quand vous n'avez pas une banque centrale qui vous permet d'ajuster ce qu'on appelle le taux directeur, mais ça sont des... Bon, en gros, l'argent est fabriqué par la banque centrale qui donne l'autorisation aux banques commerciales d'émettre de l'argent. Ce qui détermine la quantité d'argent, la masse monétaire qui est disponible dans l'économie, c'est ce qu'on appelle le taux directeur. Quand la banque centrale se rend compte que les prix des biens augmentent trop sur le marché, la banque centrale augmente le taux directeur pour que l'accès à l'argent coûte plus cher aux banques commerciales et que ça assèche la quantité d'argent dans l'économie, ce qui fait baisser la masse monétaire et ce qui baisse donc les prix. Quand les prix sont trop bas, on est face à la déflation qui est négative pour la croissance. Si on suit quelqu'un comme Milton Friedman, ce que la banque centrale ferait, c'est qu'elle diminue plutôt les taux directeurs pour rendre l'accès à l'argent facile. Alors nous, on a un pays où on nous dit tous les jours que les banques sont surliquides. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous vous rendez compte qu'on a une économie qui est désarticulée. Si vous prenez un secteur comme l'éducation, on va nous dire tous les jours qu'il manque d'instituteurs, il manque d'enseignants. Pourtant, tous les jours, on forme des instituteurs et des enseignants qui sont au quartier. Il manque de médecins dans les hôpitaux. Tous les jours, on forme des médecins qui sont au quartier. C'est parce que l'économie est désarticulée. Alors, l'articulation de l'économie passe par le fait d'avoir un système bancaire qui donne accès au crédit et qui permet donc aux gens de financer leurs entreprises, financer leurs chaînes de télévision, financer autre chose. Maintenant, j'ai un deuxième point rapide sur lequel je voudrais revenir. C'est que, en fait, le plus grand piège des débats sur le développement, c'est que notre objectif ne devrait pas être le développement. Le développement, c'est un faux objectif. Et devrait être le sous-développement? Non. L'objectif de l'Afrique devrait être la domination planétaire. C'est ça l'objectif de toute civilisation qui se respecte. Vous pouvez dominer la planète sans être développé? Non, c'est comme si... L'analogie que je peux prendre pour suivre la méthode de M. Niemek, c'est que si vous envoyez votre enfant à l'école et que vous lui dites « ramenez-moi 10 sur 20 », il va vous amener 7. Si vous envoyez votre enfant à l'école et vous lui dites « soyez premier », là, il aura des résultats sérieux.
Il est inadmissible qu'un continent comme l'Afrique ou qu'un pays comme le Cameroun ait ce qu'on appelle un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté. Un document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Non. Une civilisation qui se construit. Regardez toutes les civilisations dans l'histoire du monde. Elle se construit en ayant en ligne de mire la puissance et la domination planétaire. Les questions économiques sont subordonnées aux questions politiques, sécuritaires et militaires. Donc, tant que vous n'avez pas les moyens de dissuader vos vis-à-vis, vous allez toujours subir le desiderata. Alors, et là, vous répondez clairement à la question. Un pays peut se développer sans sa propre monnaie? Bon, le développement d'un pays peut passer à un moment donné par des mécanismes monétaires comme le franc CFA. C'est-à-dire que le débat sur le franc CFA doit être dépassionné. Le franc CFA, c'est un avatar de la colonisation, c'est vrai. Le franc CFA, c'est devenu l'épouvantail préféré des anticolonialistes sur lesquels on tape facilement. Mais le franc CFA a aussi, il faut le dire, ses avantages. Est-ce qu'un pays peut se développer sans sa propre monnaie? Ce que je pense, c'est qu'en état actuel de nos structures de gouvernance, si on a une machine à imprimer notre monnaie qui se trouve au ministère des Finances, je ne suis pas sûr qu'on se retrouvera mieux actuellement qu'en ayant le CFA. Cela signifie que pour vous, qu'on continue à garder notre cher et beau CFA. Pour moi actuellement, notre problème, ce n'est pas d'abord ça. Notre problème, c'est d'avoir des gouvernants qui ne sont pas dans une logique extractive, comme la colonisation. Pendant la colonisation, quand on construisait une route, la route partait des matières premières vers le port. Très bien. Toutes les institutions visaient à tirer les richesses du pays. Aujourd'hui, c'est la même chose, sauf que les bénéficiaires ne sont plus les anciens colons, ce sont les endocolons. Merci, Poliomba. Pierre Blériot, nous n'allons pas nous éloigner de cette préoccupation. J'insiste que lorsque j'écoute souvent certains experts et certains économistes de manière générale, ils mettent un point d'honneur sur la monnaie lorsqu'ils parlent du développement d'un État. Le Cameroun peut-il se développer sans sa propre monnaie et de manière générale les pays africains? Je vais vous surprendre, tous les pays du monde peuvent se développer sans monnaie. Voilà. Parfait ici. Est-ce que vous savez qu'il y a une date de création de l'argent? On a créé l'argent. Oui. Mais avant l'argent, les gens vivaient. Oui. Si nous refusons le système de la monnaie, qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que vous savez aussi, ça vous le savez, qu'il y a des zones d'Afrique où les gens n'ont jamais vu l'argent? L'argent fiduciaire, l'argent scriptural. Ils vivent comme à l'époque de la pierre taillée. Non, c'est donc ça l'erreur. C'est qu'en fait, vous voyez... Ils vivent de troc. Bon, on va peut-être arriver. Vous voyez les téléphones que nous avons? Oui. Pour nous empêcher de créer des modes de communication, les autres créent des formes de communication et des canaux, nous les imposent. Comme ça, nos cerveaux s'arrêtent de rechercher. C'est dans la difficulté que l'esprit crée. Et un exemple très récent, c'est celui de la Russie. Est-ce que vous avez vu tout ce que l'Europe a annoncé par rapport à la Russie, ce qui arrivera à la Russie? Ça devait être l'hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? La Russie se porte plutôt bien. Mais c'est parce que la Russie a pensé ça avant. La Russie s'est amusée à dire que si nous entrons en conflit avec l'Europe, le système SWIFT qui est dirigé par le puissant mondial, les États-Unis, ces gars vont bloquer ce système. Ils vont nous empêcher de faire des transactions. Et donc, parce qu'ils ont anticipé sur ça, ils ont créé des systèmes alternatifs qui ont fait que quand les Américains ont commencé à faire leurs choses, ils se sont rendus compte que non, le rouble aujourd'hui se porte plutôt très bien. Et les Russes ont dit, bon, attendez, votre affaire là, qu'il y a une balance internationale, c'est vous qui détenez. Si tu veux acheter nos produits, voici comment tu procèdes. Si nous créons, là parlons d'Afrique, parce que il y a quelqu'un qui vous a parlé de la démographie qui évoluait beaucoup. Non, nous avons même un problème démographique. Parce que pour avoir un bon marché, il faut que la démographie augmente. Si nous créons le système tel que la Russie l'a créé, tel que la Chine est en train de le créer, nous créons un troisième monde. Ou parfois nous pouvons dire, regardez, pour que les gens comprennent simplement, les nouveaux billets d'argent qu'on nous a proposés là, oui. On ne les connaissait pas, non? Pas du tout. Ça veut dire que les gens se lèvent un matin, ils disent que ce que vous aviez là, ce n'est plus l'argent. Bon, voici ce qui est derrière l'argent. Qu'est-ce qui a changé? C'est leur décision qui a changé. Et nous pouvons donc créer des modes d'organisation qui font en sorte que l'argent qu'on nous impose n'ait plus de grande valeur. Et nous ne devons pas fabriquer l'argent avec
le système que nous avons aujourd'hui. Parce que si vous décidez, Yombo n'a pas voulu vous le dire, vous décidez de fabriquer l'argent, vous allez gâter l'économie camerounaise, puisqu'elle n'est pas une économie de production. Les gens vont s'asseoir au marché, au ministère des Finances, vont fabriquer beaucoup d'argent. Comme on avait eu à un moment de nos Zaïre. D'accord, on va donner l'argent à tout le monde. Beaucoup d'argent. Et pour aller acheter du pain, quelqu'un allait avec une brouette d'argent. Il y aura même. Parce qu'en fait, ce que ça va produire, c'est que même les gens qui devaient fabriquer du pain ne vont plus fabriquer du pain puisqu'ils auront l'argent. vous voyez la conséquence? Les gens n'iront plus au champ parce qu'ils auront l'argent. Mais ils ne vont pas vite se rendre compte que non, l'argent n'est rien. L'argent, c'est un voile. C'est le voile, c'est les produits qu'il faut. Nous aurons donc tous l'argent. C'est là arrivé à nos frères du Gabon à un moment donné, sans les taquiner. Ils avaient donc l'argent et ils n'avaient plus rien. Vous savez qu'aujourd'hui, le Gabon produit plus d'huile de palme que le Cameroun? Ah ben c'est une information. Hier, tout le monde savait que si tu as ton champ, les Gabonais vont venir acheter le champ. Les Gabonais ont compris que l'argent est un piège. Si on nous donne à nous tous l'argent, nous arrêtons de travailler, nous aurons donc l'argent et nous allons manger l'argent. Il faut accroître la production. Si vous avez la production, l'argent vient vers vous. Vous savez, l'une des régions les plus riches du Cameroun, c'est l'Est, mais qui manque cruellement d'argent. Là où il y a les richesses, l'argent va là-bas. L'argent circule à l'Est, mais on ne donne pas l'argent aux gens de l'Est. Merci, Pierre Blériot, Niemek. On repasse la parole à Bernardo Basson. Bernardo, sujet très important ce matin, un sujet qui concerne notre vie et notre survie. Nous avons dit des choses excellentes, que ce soit Paul, que ce soit Blériot, que ce soit vous-même. Au finish, que faut-il faire? Vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre, mais en quelques mots encore, qu'est-ce que l'on retient pour que certains pays africains, la majorité d'ailleurs, puis la majorité des pays africains sont pauvres, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on retrouve justement une certaine croissance? Longuet a dit, il ne faut pas avoir peur d'imiter le bon exemple. On peut observer la Chine. Sauf que lui, il n'imite pas beaucoup. Hein. Peut-être, on peut observer la Chine. Tout à l'heure, Paul a parlé d'idée de domination. Je n'étais pas complètement d'accord. L'armée chinoise a 300 000 hommes. L'armée américaine a 1 200 000 personnes. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les États-Unis font peur à la Chine. Je ne suis pas sûr. Je pense que la Chine a même peut-être plus de moyens de pression sur les États-Unis que le contraire. Ça veut dire que la domination est une conséquence. Ça ne peut pas être un objectif. L'objectif est l'autodéveloppement. Et comme je dis, basé sur quoi? La Chine s'est fondée sur son communisme d'abord, sur lequel elle a brodé un libéralisme ou un capitalisme adapté à sa réalité. Pas sauvage, pas brutal. Elle a pensé à l'expansion de ses produits d'une certaine façon. Donc aujourd'hui, en regardant le modèle chinois, la Chine a eu un modèle de développement qui n'est pas celui occidental ou américano-occidental, non. Elle a créé son modèle. Pour l'Afrique aujourd'hui, comme je dis, première chose, résolvons la question de l'éducation. Éduquons nos générations futures sur un modèle de construction sociale particulier, propre à nos réalités climatiques, ontologiques, tout ce qu'on veut. Deuxième chose. Non, vous avez dit, vous avez dit cela, mais je vous amène sur un problème. Vous l'avez aussi évoqué. Oui. Je veux qu'on puisse aller un peu plus en profondeur, l'aspect religieux et spirituel. À une certaine époque, j'avais reçu Mbombo Borbasson, que je considère comme étant un savant africain. Il avait également beaucoup parlé de cet aspect religieux et spirituel. Il voulait me faire comprendre que sur le plateau, si nous ne nous développons pas, c'est parce que nous respectons la spiritualité des autres. Et il m'avait pris l'exemple de certains autres pays qui ont leur propre spiritualité et qui sont très développés. C'est un des aspects. Un aspect, du coup, j'ai commencé par celui-là. Oui. L'Europe de l'Ouest est chrétienne, en majorité. Maintenant, d'autres cercles sont de la chrétienté, l'islam aussi est un peu présent. La Chine est manifestement et majoritairement taoïste, confucianiste, tout ce qu'on veut. Donc à la base, le taoïsme et le confucianisme qui dominent là-bas. Le shintoïsme également. Et ce sont des spiritualités qui sont propres aux réalités chinoises, avec les réalités même climatiques, par exemple, vous voyez. Pour l'Africain, la laïcité pose problème. Parce que, parfait ici, votre religion détermine comment vous voyez le monde. Pour l'Africain aujourd'hui... On doit d'abord laisser ces religions des Blancs. Oui, c'est pas exclure, oui. Parce que... On doit cesser d'aller à la messe les dimanches. Ça va être choquant de le dire, mais pourquoi pas? Pour commencer à aller au Mbok.
il n'y a pas que le BOC. Je vais être précis. Parfait, ici. Aujourd'hui, les chrétiens peut-être vont se le nier ouvertement. Mais ils vivent sur la base de la peur. La peur de l'enfer. La peur, c'est-à-dire, le chrétien qui est bien éduqué, bien formé à la chrétienté, a peur de l'enfer, a peur du diable, a peur du démon. Mais on lui dit, non, il ne faut pas avoir peur. Sauf qu'on lui insuffle surreptitieusement un climat de peur et parallèlement, on lui dit, il ne faut pas avoir peur pour le contrôler encore, pas faire ici. Et du coup, dans toute sa vie, il ne voit le monde que comme la Rome étant la finalité, Jésus comme étant l'objectif. Il oublie qu'il faut se former et il faut même produire. Beaucoup écrivont pour dire que non, tu ne connais rien, tout ça, ici. C'est un système. On n'a plus le temps, merci. On vous a compris, Bernardo. Oui, Blériot veut s'inviter à ce petit aspect du débat. Grand aspect d'ailleurs. Cet aspect que Bernardo évoque et que Yombo a évoqué aussi de manière subliminale a été traité par Menrad Hebga dans un ouvrage intitulé Afrique de la foi, Afrique de la raison. Dans un chapitre qu'il intitule Les freins sociologiques au développement de l'Afrique, il pose un problème fondamental. Parfois ici, on nous a inculqué que l'argent était une mauvaise chose en Afrique. Que la pauvreté, entre guillemets, était une bonne chose. Que conquérir le monde n'était pas bien. Que chacun devait rester quelque part, là où Dieu l'avait créé. En fait, on nous a écrit ces choses. C'est pour cela que dans nos mentalités, quand vous commencez à vous enrichir, on commence à vous suspecter. Mais Blériot, ton regard lui-même là, de regretter mémoire, n'était-il pas prêtre? Oui, mais attendez, moi j'ai fait des travaux sur Hebga. N'était-il pas prêtre? Mais je vous réponds, Hebga demande même pardon aux Africains. Il dit qu'il a contribué à aliéner l'Afrique. Lui, il le reconnaît. Il reconnaît qu'il a contribué d'une grande manière. Voilà. Et lorsqu'il évoque, par exemple, la question de la polygamie que l'Église catholique refusait, il a écrit des ouvrages majeurs. Alors, il montre que l'Église est venue nous mettre une mentalité qui nous a empêchés de faire un certain nombre de choses. Vous savez qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont, comme dit, des arbres interdits dans nos forêts, n'est-ce pas? Les arbres les plus rentables en termes d'argent. Mais les Blancs sont venus les couper sous nos yeux. Tout à fait. Pendant que nous disions que c'est des arbres sacrés et tout le reste. Non. Il y a aussi qu'il faut être capable d'affronter la nature d'une certaine manière si on veut changer la vie. Alors, on prend ce dernier message. Bonjour, El Perfecto. J'ai attentivement écouté les panélistes et tous se sont tombés dans la transe collective des jérémiades. Sauf M. Basson. On ne peut pas passer toute notre vie à accuser les autres de notre malheur. Ce qui est vrai, mais pensons des mécanismes qui vont aider à redresser la tête de l'Afrique au lieu de pleurer tout le temps. Les Occidentaux ne nous exploitent pas seuls. Ils ont des complices locaux. Comme disait Fanon, je ne suis là pour charger toujours l'homme blanc d'une culpabilité éternelle. Et nous pillent entre-temps. Que faisons-nous? C'est facile de toujours accuser l'autre sans toutefois faire notre propre introspection. La colonisation légitime-t-elle les défaillances de nos dirigeants africains d'aujourd'hui? Le braillement n'a jamais libéré un âne de sa selle. Oui, c'est signé Loric. Oui, le jeune Loric, là où il fait erreur, évidemment, c'est qu'il croit à tort que les mailles dans lesquelles nous sommes empêtrés nous pouvons nous en libérer par nous-mêmes ou par une simple volonté chimérique. Non, il se trompe. Le système est tel que beaucoup ont... Kadhafi est l'exemple, n'est-ce pas? Que je lui dise que le PIB de la Libye, autant de Kadhafi. Mais il faut justement que nous prenions dans ce courage. Non, ce n'est pas seulement un courage verbal. C'est pas simplement... Nous passions dans nos actions. C'est une révolution. Et que nous cessions de pleurnicher. Nous ne pleurnichons pas. Dire que quelqu'un est venu vous violer et enceinter vos enfants. Oui, ça fait 60 ans. Non, mais c'est très peu. C'est très peu. Parce que le travail qui a été fait sur combien d'années? Au niveau subliminal. Merci beaucoup. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce matin. Naturellement, nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit, mais nous avons au moins le mérite d'avoir posé le problème. Merci à Paul Yombo qui était encore là. Merci à Pierre Blériot. Merci à Bernardo Basson. Ne ratez pas le journal. C'est dans 7 minutes très exactement la rediffusion de ce programme. C'est ce soir, comme d'habitude, à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche, comme d'habitude, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine que vous appelez Libre Expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?
Et si l'on changeait désormais la donne? Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.